Radio J. L'invité du grand journal. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes au cœur du grand journal et c'est l'heure de notre invité. Nous retrouvons Nivadi, expert en questions de défense et de sécurité. Nivadi, bonjour. Bonjour. Nivadi, vous êtes avec nous pour évoquer ces cybermenaces et ces risques d'intervention étrangère à l'approche des législatives en Israël. Les experts ont mis en garde contre ce risque. Mais quelle forme pourrait prendre ce risque ? Alors toujours d'abord, avant les élections, c'est en Israël et aussi aux États-Unis, on voit qu'il y a ce risque, c'est dans le domaine du cyber évidemment. Mais quand on parle aujourd'hui des systèmes avec lesquels les votes se font, ça devient dangereux parce que tout se fait en fait virtuellement par des ordinateurs branchés en ligne pour faire ces élections au plus vite. En Israël, on prend des précautions très importantes, c'est-à-dire qu'on laisse quand même une partie du système avec, je dirais, on compte les votes comme on se rappelle dans les années 80. Donc on bouge des boîtes et en Israël on a très peur d'être, je dirais, attaqué et de voir un changement et des manipulations dans le système. Maintenant, de quoi avons-nous peur ? Alors, c'est sûr que les hackers russes, iraniens, qui attaquent toute l'année, et je vous parle de plusieurs attaques par jour, si c'est manipulé par ou poussé par vraiment des régimes, ou même si c'est plus des cellules privées qui le font pour des raisons commerciales, il y a beaucoup de raisons de le faire. D'abord, bien sûr, ce serait pour eux vraiment une réussite et c'est une réputation de changer, si on pense aux élections israéliennes, de réussir à transformer les votes. Mais aussi, il y a des choses qui sont plus, je dirais, sous le radar, c'est-à-dire, par exemple, de voler des données, des données privées de tous les électeurs, des partis. Il y a beaucoup de données autour d'élections. Nivadi, en France, lors des élections, on a beaucoup parlé parce qu'il y avait cette chaîne russe, Russia Today, qui diffusait des informations qui certes n'étaient pas fausses, mais qui jouaient sur les paniques morales, c'est-à-dire qui grossissaient des événements qui certes existaient, mais n'étaient pas marquants. Et c'est ça, en France, qu'on a craint. Est-ce qu'en Israël, il y a des phénomènes similaires ? Je pense qu'en Israël, on a un peu peur de coopération, je dirais, ou genre de coopération quand on parle dans les extrêmes. Quand vous avez dans le système israélien d'élection, où des petits partis ont besoin de quelques centaines parfois de votes pour passer le cap et de rentrer au Parlement, là l'influence sur eux est très grande et la volonté de manipulation est plus forte. Et donc ça peut pousser dans deux zones d'action. Une, c'est dont vous parlez, c'est-à-dire changer, je dirais, l'information que le public reçoit et par cela changer aussi le vote ou influencer les voteurs. D'un autre côté aussi, vraiment essayer de manipuler les données. On sait aussi qu'en Israël, on a vu plusieurs fois que cette hystérie ou une communication d'informations qui ne sont pas complètement valables ou précis, c'est une utilisation que les politiciens le font eux-mêmes. Donc, on est dans un chaos dans l'information où aujourd'hui les citoyens doivent comprendre qu'ils ne doivent rien croire et faire ce qu'ils veulent. Nivadi, les cybermenaces, ça pourrait se manifester comment sur un vote ? Vous avez dit tout à l'heure recueillir des informations sur des électeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, des pressions directes sur des électeurs ou éventuellement après qu'il y ait des attaques qui puissent les cibler ? Comment concrètement ces cybermenaces, ça pourrait se passer ? Ça pourrait mener à quoi ?
il y a plusieurs phases dans le monde de la guerre cybernétique. La première phase, c'est toujours la récolte de données. Alors même si je construis aujourd'hui une organisation dont le but est d'attaquer dans l'avenir Israël dans plusieurs domaines, je regarderai bien les élections comme vraiment un point important où il y a beaucoup d'opportunités de récolter des données qui ne sont pas valables tous les jours. Et c'est-à-dire que dans les élections, on est obligé d'exposer dans beaucoup d'ordinateurs en Israël, dans des milliers ou des dizaines de milliers d'ordinateurs, par exemple, les listes des voteurs. Donc, c'est déjà important. Maintenant, après cela, on a tout ce qui concerne les votes eux-mêmes. Il faut rentrer ça dans des ordinateurs qui sont en ligne. Donc, si j'ai une cellule qui est assez entraînée, c'est vraiment je dirais un bon challenge d'essayer de rentrer dans cette journée et d'essayer de récolter des informations sans rien faire, pas de faire de dégâts, rien du tout, silencieusement. Donc je pense que c'est ça le plus grand danger. Après cela, on verra 3 mois après des choses qui arrivent parce que les données ont été récoltées et analysées. Est-ce qu'Israël a les moyens de faire face à ce type de menaces aujourd'hui? Israël est très bien organisé d'un côté et très mauvais de l'autre, comme d'habitude. C'est-à-dire que d'un côté, du côté, je dirais, défense, public, ministère, c'est vraiment le meilleur système au monde. On a vraiment une organisation qui a été fondée depuis beaucoup d'années, qui est sous la tutelle du bureau du Premier ministre. Il y a vraiment un système de bureau national de défense cybernétique où vraiment les meilleurs programmeurs travaillent là-bas et c'est en relation avec les programmeurs du Mossad, du Shin Bet, des ministères eux-mêmes. Donc très difficile aujourd'hui, c'est important de le dire, d'attaquer ou de neutraliser des infrastructures israéliennes, des bureaux, etc. D'un autre côté, ce qui a été mis en dehors aujourd'hui de la protection nationale, c'est tout ce qui est privé, toutes les compagnies privées, et c'est beaucoup. C'est-à-dire que oui, on prend en dessous de la protection nationale les banques, par exemple, mais dès que vous avez une compagnie, même si elle a 1500 employés, c'est vous qui devez prendre la responsabilité et ça coûte beaucoup d'argent. Juste pour vous dire de quoi on parle, ça peut devenir comme 20 ou 30% du budget. Donc, je ne vois pas beaucoup de PDG aujourd'hui dans les crises financières qui vont décider de prendre 30% de leur budget et de le mettre sur le cyber. Ils espèrent que tout va bien se passer. Et c'est là que le risque est grand parce que par les entreprises privées, vous pouvez arriver partout. À quoi servent du coup ces mises en garde publiques? Surtout pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'un côté, ça met en garde un peu, je dirais, les citoyens eux-mêmes. Deuxièmement, on a beaucoup de personnes qui sont dans le système de tout ce qui concerne les élections. Et les investigateurs, je dirais les personnes qui peuvent vraiment poursuivre et contrôler ne sont pas beaucoup. Donc ils sont obligés d'utiliser la communication pour avertir, pour alerter, en espérant qu'il y aura une responsabilité, que les gens, et en Israël je pense qu'on est conscient de cela, seront prévenus. Est-ce qu'il y a des risques importants d'attaque le jour des élections? Si je serais un commando de cyber russe ou iranien, je n'essaierais pas d'attaquer le jour de l'élection. Je crois que c'est le jour où c'est le moins bien d'attaquer. Tout le monde est vraiment à la défense de tous les systèmes. Mais je pense qu'il faut mieux regarder quelques jours avant, par exemple, ou quelques jours après. Et c'est surtout dans la récolte de données. Je ne pense pas que
je serais très surpris de voir que quelqu'un d'en dehors d'Israël puisse neutraliser les élections en Israël. Très surpris. Merci beaucoup Nivadi d'avoir été avec nous. Puis merci pour le bonus bar et musique en plus. Bonne journée à Avec vous. plaisir. Merci. Au revoir. Merci.